Il est possible d'avoir un parcours littéralement parfait et d'être éliminé d'un recrutement sans aucune raison apparente, le silence total. Ouais. On sort d'un entretien, l'échange était hyper fluide, les sourires étaient là, la technique était maîtrisée, on se dit que c'est dans la poche, et pourtant, le téléphone ne sonnera jamais. Pire, on ne saura absolument jamais pourquoi. Et ce silence implacable, ça n'a rien à voir avec le niveau de compétence, ni avec l'expérience d'ailleurs, ni même avec le talent en fait. Le problème est complètement ailleurs. C'est ça. On va décortiquer aujourd'hui exactement à quelle seconde précise tout bascule. On va voir comment des algorithmes totalement invisibles, couplés aux failles profondes du cerveau humain, détruisent chaque jour des milliers de candidatures parfaitement légitimes. Et le plus fascinant en plongeant dans nos sources pour cette analyse, c'est de réaliser que la première mise à mort, elle se fait bien avant qu'un être humain ne pose les yeux sur le dossier. Absolument. On garde tous cette image d'Épinal, le recruteur assis à son bureau, une tasse de café à la main qui lit avec attention chaque ligne d'une lettre de motivation. Or, la réalité des chiffres est glaciale. Près de 75% des candidatures ne sont jamais vues par un œil humain. Jamais. Elles n'arrivent même pas sur un écran, en fait. Et pour comprendre ce massacre invisible, il faut regarder du côté de ce qu'on appelle les ATS, les Applicant Tracking Systems. Aujourd'hui, on frôle les 98% des grandes entreprises qui utilisent ces logiciels de tri automatique. Ouais, c'est énorme. Leur fonction n'est pas d'évaluer le talent. Leur fonction, c'est de gérer des avalanches de données, de filtrer et surtout d'éliminer la masse pour rendre le volume traitable. Ce qui m'a surprise personnellement en lisant la documentation technique sur ces ATS, c'est qu'on a tendance à imaginer des intelligences artificielles hyper sophistiquées qui comprennent le sens de notre carrière. Sauf que pas du tout. En réalité, ce sont souvent des parseurs très basiques. Ils scannent le document, utilisent la reconnaissance optique de caractères, l'OCR, et tentent de ranger du texte brut dans des petites cases de base de données. C'est toute la tragédie de la situation. Le candidat pense s'adresser à un futur manager avec des émotions, des nuances, alors qu'il communique avec un script de traitement de texte brutal. Ah ouais. Et ça mène directement au piège absolu dans lequel la majorité des gens tombent aujourd'hui. L'illusion du beau CV. Ah, la fameuse tendance du CV ultra design. On passe des heures sur des logiciels de création pour faire 2 belles colonnes, on ajoute des petites icônes pour le téléphone, on met des jauges graphiques avec des étoiles pour prouver qu'on maîtrise un logiciel. C'est classique. Et c'est un suicide numérique. Rien que ça. Le logiciel ne voit absolument pas le design. Il cherche de la donnée brute. Prenons l'exemple des colonnes. Beaucoup d'algorithmes ATS lisent les documents strictement de gauche à droite sur toute la largeur de la page. D'accord. Donc, si le document a une colonne à gauche avec les dates et une colonne à droite avec le texte, la machine va mélanger une date avec un bout de compétence, puis un code postal avec un nom d'entreprise. Ça crée une salade de mots complètement illisible. Ce qui veut dire qu'on se tire une balle dans le pied en essayant d'être esthétique. Envoyer un CV visuellement complexe à un ATS, c'est littéralement comme envoyer une lettre magnifiquement calligraphiée à un fax défectueux. La machine recrache juste une page noire. C'est exactement ça. La conséquence est immédiate, les mots-clés essentiels disparaissent au moment de l'analyse informatique. Si l'algorithme ne trouve pas le texte brut correspondant exactement aux critères de l'annonce, le profil est automatiquement classé en bas de la pile virtuelle. C'est fou. Et le recruteur humain, lui, il ne va regarder que les profils validés par la machine. Il ignorera jusqu'à l'existence même de cette candidature. Ça explique l'incompréhension totale de certains professionnels qui sont pourtant hyper qualifiés. On se dit, personne ne veut de mon profil alors que le profil n'a juste jamais passé la porte de la base de données. C'est une défaite purement technique en fait. Mais la complexité ne s'arrête pas là. Imaginons qu'on contourne le problème. Le document est linéaire, rempli de mots-clés, la machine le valide. Le dossier atterrit enfin devant un véritable être humain. Ouf, sauvé. On pourra penser que le pire est passé, que la rationalité va prendre le relais. La réalité psychologique montre que c'est là que le véritable champ de mine commence. J'ai toujours entendu cette légende urbaine terrifiante, comme quoi un recruteur ne passerait que 6 secondes sur un profil. En préparant cette exploration, j'ai cherché la source. Et ça vient d'une vieille étude utilisant l'eye tracking. Mais les données physiologiques récentes ont été mises à jour. On n'est pas à 6 secondes. La réalité scientifique se situe plutôt entre 17 et 46 secondes pour la vaste majorité des cas. Les recruteurs annoncent souvent y passer 3 à 4 minutes lors des sondages pour se donner bonne conscience. Mais les enregistrements de leurs écrans racontent une toute autre histoire. Moins d'1 minute d'attention réelle, c'est le standard mondial.
Moins d'une minute pour évaluer 10 ans de carrière, des diplômes complexes, des choix de vie atypiques. C'est intellectuellement impossible de faire une analyse de fond en 30 secondes. Il doit forcément y avoir un mécanisme de compensation dans le cerveau. Et ce mécanisme a un nom très précis en psychologie cognitive. C'est ce que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a conceptualisé sous les termes de système 1 et système 2. D'accord. C'est fondamental pour comprendre pourquoi les recrutements déraillent. Le système 2, c'est notre cerveau analytique, logique, celui qui demande beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est celui qu'on utilise pour résoudre une équation ou lire un contrat juridique. Sauf que le système 2 est lent et épuisant. C'est comme demander à quelqu'un de faire des créneaux en voiture toute la journée dans des espaces minuscules. Au bout d'une heure, le cerveau surchauffe totalement. C'est la métaphore appropriée. Face à 200 candidatures à trier, la charge mentale explose. Le cerveau humain ne peut pas maintenir le système 2 activé. Logique. Donc il coupe l'analyse lente pour survivre à la surcharge d'informations et il bascule sur le système 1. Ce système 1 est ultra rapide, intuitif, émotionnel et surtout il fonctionne par automatisme et par stéréotype. Donc, en mode système 1, le recruteur ne lit plus le texte. Il le scanne de manière périphérique, en fait. Il cherche les signaux familiers. Et la fatigue décisionnelle vient amplifier ce phénomène. Deux profils rigoureusement identiques peuvent connaître un sort totalement opposé selon l'heure de la journée. Ah ouais, l'heure à laquelle le dossier est ouvert joue un rôle significatif. Complètement. Un dossier analysé à 9h du matin avec un système 2 encore frais a une chance d'être compris dans sa nuance. Le même dossier ouvert à 17h30 sera balayé par un système 1 saturé qui ne cherche qu'à abréger sa propre souffrance cognitive. Attends, si le cerveau n'a que 30 secondes d'attention et qu'il fonctionne à l'économie, que cherche-t-il pendant ce scan express ? On pourrait naïvement croire qu'il cherche l'exploit caché, la compétence rare qui va sauver l'entreprise. C'est le logique d'un système idéal, ça, mais pas celle d'un cerveau épuisé. Le cerveau en mode système 1 ne cherche pas les qualités, il cherche activement les défauts. C'est terrible. Son but immédiat n'est pas de trouver le candidat idéal, c'est de purger la pile. Il doit passer de 200 dossiers à 20 dossiers le plus vite possible. On entre dans la logique implacable du recrutement négatif. C'est un peu le même principe que la recherche d'un appartement dans une ville tendue. Au bout de la 20e visite de la journée, on est tellement épuisé qu'on ne regarde plus la taille du salon ou la vue. On cherche la trace de moisissure au plafond, le vis-à-vis gênant, n'importe quel détail rédhibitoire qui nous donne l'autorisation de rayer l'adresse de la liste et de passer au suivant. La dynamique est identique, et elle repose sur une force évolutive extrêmement puissante, le biais de négativité. Depuis l'aube de l'humanité, notre cerveau est programmé pour accorder beaucoup plus de poids aux menaces qu'aux opportunités. Dans la nature, rater un bon repas est dommage, mais ignorer un prédateur, c'est mortel. Donc le cerveau retient d'abord la menace. Toujours. Transposé à une candidature, ça veut dire qu'un petit détail dissonant, genre une faute de frappe ou une date mal alignée, ça va déclencher une alarme disproportionnée par rapport à 3 expériences brillantes alignées juste au-dessus. Et le pire scénario pour ce biais de négativité, c'est le trou inexpliqué, le silence. Si le parcours présente une année vide et qu'aucune explication n'est donnée noir sur blanc, le système 1 va détester cette incertitude. Face au vide, l'esprit humain refuse de suspendre son jugement. Il va instantanément fabriquer la pire histoire possible pour combler ce manque. Pourquoi inventer le pire ? Le cerveau pourrait très bien se dire je sais pas, cette personne a fait un tour du monde ou elle s'est occupée d'un proche. Toujours à tour de ces impératifs de survie. Assumer le meilleur, c'est un risque. Assumer le pire, ça protège le groupe. Donc, un vide de 6 mois devient instinctivement un licenciement pour faute grave cachée ou une incapacité totale à s'intégrer dans une équipe. Le candidat est éliminé non pas sur des faits, mais sur un scénario catastrophe généré spontanément par le cerveau du recruteur. Bon, mettons qu'on ait évité tous ces champs de mine. On a passé le parseur de l'ATS en faisant un document purement textuel, on a survécu au scan express de 30 secondes en mettant des mots-clés clairs, on n'a laissé aucun trou inexpliqué pour nourrir le biais de négativité, et on arrive enfin en entretien. Là, on a du temps. 1 heure de discussion en face à face. Et pourtant, en croisant nos sources, on découvre que les biais explosent de manière encore plus spectaculaire dans cette phase. L'entretien, c'est le royaume absolu de l'irrationnel. Il faut d'abord aborder le célèbre mythe de la poignée de main, cette idée persistante selon laquelle tout se joue dans les 90 premières secondes. C'est un lieu commun qu'on retrouve dans tous les manuels de management des années 90.
Sur ce point précis, j'ai décortiqué l'étude portant sur 600 entretiens, filmés et analysés en détail. Les résultats fracassent complètement ce mythe. Seulement 4,9% des décisions sont fermement prises en moins d'une minute. Près de 30% des choix se décantent autour des 5 minutes et surtout, presque 70% des décisions définitives se forgent bien après cette barre des 5 minutes. Il y a donc une véritable marge de manœuvre pendant l'échange. Si on s'arrête à ces pourcentages bruts, on pourrait croire que les premières secondes n'ont pas d'importance. Mais si on intègre les neurosciences, l'interprétation change du tout au tout. Les premières secondes ne fixent pas le verdict, elles construisent l'instrument d'évaluation. C'est l'effet redoutable du biais d'ancrage. Non mais attends, si 70% de la décision se fait après 5 minutes, pourquoi dire que l'ancrage du début est si destructeur? Ça se contredit un peu. Bah non, parce que l'ancrage ne décide pas de l'issue finale à la seconde, il décide de la lunette avec laquelle le reste de l'entretien sera perçu. L'ancrage installe une hypothèse de départ dans l'esprit du recruteur. Si l'impression des premières secondes est négative, à cause d'une posture fermée ou d'une voix un peu hésitante, le cerveau formule l'hypothèse que le candidat est incompétent. Ah, d'accord. Et à partir de là, un second mécanisme prend le relais. C'est le biais de confirmation. Le cerveau va passer le reste de l'heure à chercher des preuves pour avoir raison sur sa première impression, c'est ça, hein? C'est systématique. Imaginons qu'on pose une question complexe sur la gestion d'un conflit en équipe. Si le candidat part avec un ancrage négatif, une réponse affirmée sera perçue et décodée comme arrogante ou défensive. Le recruteur cherchera la faille. Ouais, il est déjà braqué. Exactement. Si le même candidat, avec exactement la même réponse au mot près, bénéficie d'un ancrage positif initial, cette même réponse sera encensée et perçue comme brillante et dotée d'un fort leadership. Le candidat évolue donc vraiment dans un miroir déformant. Et l'étude montre que ce miroir est aussi façonné par un autre phénomène massif, le biais d'affinité. Le biais d'affinité, c'est la tendance naturelle, et souvent inconsciente, à favoriser les individus qui nous ressemblent. On se sent en sécurité avec ce qui est familier. Près de 68% des décideurs reconnaissent que des facteurs extérieurs à la performance réelle influencent leur choix final. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. On découvre que le candidat vient de la même région, qu'il a fréquenté la même école, ou même qu'il partage une passion pour le même sport. Ce petit détail positif crée un halo de lumière psychologique. Soudain, le cerveau irradie cette positivité sur toutes les autres compétences du candidat, même celles qui n'ont rien à voir. La brutalité de la situation réside dans le fait que le recruteur, lui, il est persuadé d'être objectif. Quand il rédige son compte-rendu d'entretien, son système 2 va inventer des arguments hyper rationnels pour justifier une décision qui a été prise émotionnellement par son système 1. Bien sûr, il va rationaliser a posteriori. Voilà, il écrira « Le candidat manque de profondeur technique », alors qu'en réalité, l'inconscient a simplement rejeté quelqu'un qui n'utilisait pas les mêmes codes sociaux. Quand on met tous ces éléments bout à bout, le constat est vertigineux. On fait face à un système informatique d'une rigidité stupide, suivi par un système humain épuisé, paresseux, saturé de biais cognitifs et qui cherche activement des raisons de rejeter. Maintenant qu'on a démonté les rouages de cette machine cassée, comment on la pirate? Comment contourner ces barrières de façon méthodique? La première étape pour reprendre le contrôle, c'est d'abandonner son ego professionnel sur le support écrit. Il faut cesser de voir ça comme une œuvre d'art ou une autobiographie. C'est un document de transmission de données. Point. Donc on simplifie à fond. On simplifie le format à l'extrême. Linéaire, structuré, lisible de gauche à droite. On intègre les mots-clés de l'annonce sans essayer d'être original. Si la machine demande gestion de projet, on n'écrit pas coordination d'initiatives transverses. On parle la langue du code. On nourrit l'algorithme avec ce qui l'exige. Et ensuite, pour pirater ce fameux système 1 du cerveau humain qui ne va nous accorder que 30 secondes d'attention périphérique, on crée un point d'accroche massif et immédiat, tout en haut du document. Pas de longs paragraphes de présentation que personne ne lira jamais. Les fameuses accroches à rallonge. Exactement, il faut couper ça. Il faut un titre de poste clair et ciblé, suivi de 3 à 5 compétences clés sous forme de liste à puces et des résultats chiffrés. L'objectif est d'offrir un soulagement cognitif immédiat au recruteur fatigué. Quand son œil tombe sur le profil, il ne doit faire aucun effort pour comprendre la valeur. Le premier oui doit être obtenu sans friction. Et pour désamorcer le recrutement négatif, on n'attend pas que le cerveau invente une histoire tragique, on explique activement chaque red flag potentiel. S'il y a une reconversion ou une année de césure, on met une ligne claire pour dire « projet personnel de voyage » ou « formation intensive ». On éteint l'incertitude à la source. Enfin, pour l'entretien,
Il faut détruire l'illusion qu'on peut s'en sortir par la seule improvisation. Ah ouais, le talent naturel en direct, ça ne marche pas. L'improvisation génère des hésitations, des silences, des regards fuyants. Le biais de confirmation négative s'en nourrit immédiatement. La tactique consiste à préparer 3 à 5 exemples de situations vécues, structurées avec un problème, une action et un résultat. Des modules narratifs prêts à être dégainés et adaptables à presque toutes les questions comportementales. Une réponse fluide et structurée donnée avec assurance dès les premières minutes, ça verrouille l'ancrage positif. Le recruteur passera le reste de l'heure à chercher des raisons de nous aimer. C'est le renversement total de la dynamique. On cesse de subir le processus comme un jugement de notre valeur personnelle, ce qui détruit souvent la confiance en soi. On l'aborde comme une partie d'échec contre un système 1 en surchauffe qu'il faut rassurer et guider étape par étape. Ou ce fameux silence pesant post-entretien n'est presque jamais lié à un manque de talent pur. On échoue parce que les algorithmes sont incapables de lire la complexité et que les cerveaux humains sont terrorisés par l'incertitude. La vraie maîtrise professionnelle aujourd'hui ne consiste pas seulement à savoir faire son métier. C'est la réalité du terrain. Le problème majeur n'est jamais la compétence réelle accumulée au fil des années. C'est uniquement la capacité à encoder cette compétence pour que d'autres parviennent à la décoder sans effort dans les 30 premières secondes d'une interaction. Ce point prisonnier de biais inconscients et que les algorithmes de tri sont si rigides qu'il suffit de les nourrir avec 3 mots-clés bien placés pour les pirater, est-ce que le tandem classique CV plus entretien ne vit pas ces dernières années ? On peut légitimement se demander si tout ce grand théâtre de l'évaluation ne finira pas par être purement et simplement balayé par des simulations immersives ou des tests en réalité virtuelle. Un monde où seule l'action brute en situation contrat rendant nos préjugés complètement obsolètes. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. À méditer.